Nous voilà donc sur le stand des réseaux Carnot où on ouvre cette matinée en nous intéressant aux exosquelettes dans la construction, un vaste sujet. Manon, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es ergonome à l'Institut technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement. C'est ça. Voilà, c'est un bon... C'est le centre technique en fait qui va vraiment regrouper tout ce qui va être lié, on va dire, moi je dis toujours, de planter la petite graine qui va faire un arbre à quand on va jeter son mobilier à la déchetterie. Globalement, toutes les expertises passent par chez nous. Ok, génial. Donc ça, c'est vous avez toute la chaîne en fait et ça vous permet d'avoir une expertise et une vision très transversale sur tout ce secteur. Oui. Exactement. Alors on va s'intéresser avec toi ce matin plus particulièrement à l'attractivité des exosquelettes dans la construction. Un mot sur déjà le titre. L'attractivité des exosquelettes, c'est quel a été le point de départ pour vous dans cette recherche ? Et ben en fait, ça fait des années qu'on s'intéresse à la thématique des exosquelettes parce qu'on a vu ça émerger au niveau des conditions de travail et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites à leur application. Et donc on s'est dit comment accompagner nos industriels de la meilleure des manières et s'assurer que la mise en place d'exosquelettes soit faite de façon pertinente. Et en l'occurrence, grâce à l'Institut Carnot MECD, donc plus porté sur la construction, on s'est demandé, c'est vrai que dans la construction, il y a des métiers qui sont particulièrement pénibles et donc forcément on se dit la solution des exosquelettes peut être très pertinente. Et donc là, l'idée, c'était de faire un premier jet pour pouvoir voir déjà, est-ce que c'est possible de mettre en place des exosquelettes dans des milieux type BTP, mais aussi, est-ce que ça a un pouvoir d'attractivité ? Est-ce qu'on pourrait fidéliser des talents, avoir de nouveaux talents, le maintien dans l'emploi également, la féminisation des emplois, trouver de nouvelles manières d'apporter, en fait, d'amener de nouvelles personnes dans ces métiers. Et baisser aussi la pénibilité sur certaines pratiques, certains moments du chantier. On l'a vu là, tout à l'heure en arrivant au salon, tout est en chantier autour. On se disait, voilà, il y a quand même des tâches dans le BTP, dans la construction, qui sont très très pénibles. Et comment soulager ça ? Effectivement, il y a aussi peut-être un côté culture. Les managers, peut-être, n'ont pas toujours l'idée ou se disent, tiens, c'est pas pour nous, on est plutôt dans la logistique, c'est pour d'autres métiers. Il y a aussi une question de culture du management. En fait, avec les exosquelettes, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que effectivement, c'est des solutions qui principalement soit sont textiles, soit effectivement ont une partie électrique, où on se dit dans les milieux du BTP, parce qu'on va être dans des milieux extérieurs notamment, et nous c'est vrai qu'on retrouve aussi ça par exemple dans les milieux de la forêt, où on peut se dire mais l'application elle n'est pas forcément évidente, parce que c'est salissant, il ne faut pas se prendre, je pense là on voit avec l'arche des Carnot par exemple, il ne faudrait pas se prendre l'exosquelette quelque part, ça pose une grosse question de sécurité, donc c'est vrai que ça fait un peu peur, et puis il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup d'idées reçues autour des exosquelettes qu'il est important de démystifier et de sensibiliser aussi sur cette thématique. Et puis il faut les tester. Qui a déjà essayé un exosquelette ici ? Après, d'accord, donc faudra tester, parce que c'est vrai que c'est une sensation assez incroyable d'enfiler le harnais, puis tout d'un coup d'avoir une force décuplée comme ça, c'est incroyable. Peut-être pas force décuplée, mais en tout cas pénibilité abaissée. Tout à fait. Bon, on rentre dans la présentation avec toi Manon. Moi je me mets ici un petit peu en backup et on continue la discussion comme ça tranquillement. Merci beaucoup. Alors du coup, donc ce projet Exatrac qui s'intitule en large donc le rôle des exosquelettes dans l'attractivité des métiers de la construction, qui est donc un projet dans le cadre des Instituts Carnot MECD, dont FCBA, on a pu en parler, et pilote, mais qui est aussi en partenariat avec d'autres centres techniques industriels, notamment le CTMNC côté matériaux naturels de construction, le CERI pour le côté béton, et effectivement le CTICM côté construction métallique. Donc par rapport à ce projet, c'est vrai que si je refais un petit point sur le contexte quand même, on n'est pas sans savoir, surtout dans les milieux de la construction, que c'est un secteur qui est fortement touché par les TMS. C'est la première cause de maladie professionnelle qui existe, et effectivement quand on va un petit peu plus loin, notamment grâce à l'étude Summer de la DARES, on se rend compte que 81% des pénibilités sont des contraintes posturales ou articulaires. Et là on se dit les exosquelettes peuvent être donc pertinents, vu que c'est littéralement leur application de soulager ces contraintes posturales et articulaires. Donc l'objectif, pour donner le détail, ça a été de démontrer l'intérêt d'utiliser les exosquelettes au poste de manutention du secteur de la construction, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue social, tout en évaluant le pouvoir d'attractivité de leur utilisation.
Ce qui est un peu intéressant avec ce projet, c'est que le point de vue social est un point de vue qui a été assez peu étudié. Il y a peu d'études à ce niveau-là. Et donc, il y a un peu un intérêt technique. Et c'est ce qui va distinguer en fait ce projet des projets qu'on va avoir plus l'habitude de voir. Effectivement, donc plusieurs enjeux, on en a parlé plusieurs fois, tout ce qui va être lié à la prévention des TMS. J'en ai parlé un petit peu sur ce volet attractivité, l'idée de pouvoir maintenir certaines personnes dans l'emploi, donc toutes les personnes qui vont être seniors, mais aussi qui vont avoir des fragilités physiques particulières, parce que ça peut arriver, et aussi malheureusement les maladies professionnelles existent aussi dans le secteur de la construction, et donc rendent encore une fois cet intérêt pour ce maintien dans l'emploi. Également tout ce qui va être lié à la féminisation des postes de manutention, parce qu'on sait dans le secteur de la construction, c'est un secteur où on va retrouver principalement des hommes. Donc pourquoi pas, est-ce qu'avec un exosquelette, des femmes ne pourraient pas être en capacité de faire ces métiers-là? Et puis effectivement, ce pouvoir d'attractivité au niveau des jeunes. Donc nous, on a développé une méthodologie en plusieurs points. Déjà, on s'est vraiment arrêté sur le secteur de la construction pour faire un état des différentes pénibilités et voir un petit peu aussi au niveau des solutions, est-ce que l'exosquelette serait le plus pertinent? On a fait toute une revue de littérature sur l'usage des exosquelettes à travers le monde dans le secteur de la construction. Et on a réalisé également un benchmark des différents types d'exosquelettes qui existent pour pouvoir un peu aider aussi nos industriels à sélectionner potentiellement l'exosquelette qui serait le plus pertinent selon les problématiques et aussi toutes les contraintes qu'on va avoir selon les métiers et les entreprises. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a raisonné donc, par centre technique, vu qu'on est là pour soutenir de grandes filières d'industrie, et donc on s'est dit on va aller chacun sélectionner 2 postes de travail qu'on va juger plus pénible au niveau de la manutention et où l'exosquelette pourrait éventuellement être pertinent. Ce qu'on a fait en tant qu'ergonome aussi, c'est qu'on allait faire des visites terrain pour confirmer du coup toutes ces postes. Et on a fait une étude de compatibilité pour savoir est-ce qu'une solution exosquelette peut être pertinente et si oui, laquelle. Et à la fin, on est allé interroger des apprenants et des entreprises sur les leviers d'attractivité de leur métier, mais aussi sur leur vision des exosquelettes. Pas forcément partir du principe qu'ils connaissent les exosquelettes, mais donc qu'est-ce qu'ils en connaissent aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc sur les 8 postes, on a pu voir un petit peu le poste de bardage, de reconditionnement de palettes pour les métiers du bois. On a eu les monteurs en chantier en charpente métallique, les assembleurs soudeurs en charpente métallique, aussi le conditionnement manuel de palettes, tout ce qu'on va retrouver aussi à ce niveau-là, les ferrailleurs, un poste d'entaille, donc de coupe de pierre, et les techniciens de chantier pour faire du montage de pierre notamment. Si je fais un petit pas sur les exosquelettes, comme ça on part tous de la même base, l'INRS définit les exosquelettes comme étant des systèmes mécaniques ou textiles qui vont être revêtus par le salarié et qui vont viser à lui apporter une assistance physique dans l'exécution de ses tâches, que ce soit par une compensation des efforts, soit par une augmentation de ses capacités motrices. Quand on parle d'exosquelettes, il y a 2 grandes familles d'exosquelettes. On va avoir les exosquelettes actifs, comme par exemple l'exoactif de Festool, où en fait ils vont fonctionner grâce à une source d'énergie externe à l'humain, où on va avoir de l'énergie électrique, hydraulique, on va avoir généralement des systèmes un peu de batterie, tout ça. Et les exosquelettes passifs, qui cette fois-ci vont plutôt utiliser de l'énergie mécanique et faire un retour d'effort. Donc généralement, on va voir que ça fonctionne avec des ressorts, des élastiques, ce genre de choses. Et notamment l'exemple du ApoBag de chez Apo, qu'on a également en démonstrateur sur le stand des Carnot et que je vous invite à venir tester tout au long de la semaine, parce que c'est assez intéressant. Et là, c'est un exosquelette qui s'intéresse notamment à soulager la partie lombaire. Tout à fait. On apprend la bonne position et à chaque fois, l'exosquelette nous remet dans la bonne position. Après un effort, vloom, les élastiques nous redressent et nous mettent dans la bonne position. Il donne une impulsion effectivement qui va permettre de faciliter et en fait d'éviter de forcer trop sur certaines parties du corps et de forcer sur des parties du corps qui sont aussi plus capables de supporter ces efforts-là. Carrément. Et quand on a fait du coup notre recherche au niveau du secteur de la construction et des exosquelettes, on s'est rendu compte qu'en fait aucune étude ne traitait la question de l'attractivité. Par contre, les exosquelettes ont été souvent étudiés aux États-Unis. On a vu aussi beaucoup d'études en Chine et en Europe. Donc c'est intéressant, on voit que c'est quelque chose qui est porteur. Il y a déjà eu des consensus scientifiques, comme cette étude de 2022, qui en fait a cherché à établir un consensus sur tout ce qui va être facilitateur à la mise en place d'exosquelettes, tout ce qui va être obstacle, mais aussi les solutions possibles. Parce que la mise en place d'exosquelettes, elle doit être quand même contrôlée et accompagnée pour s'assurer que les exosquelettes soient utiles et utilisés.
Et donc par exemple, on se dit que les exosquelettes peuvent être utiles pour le maintien dans l'emploi, un des obstacles va être le fait que les opérateurs peuvent être réticents à l'utilisation de ces exosquelettes. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour que les opérateurs soient moins réticents à l'utilisation d'exosquelettes? Eh bien ça va être de faire des exosquelettes qui vont être simples à utiliser, à essayer, qui vont aussi être attrayants d'une certaine manière. Et de cette manière-là, on va pouvoir agir petit à petit, remonter la chaîne pour traiter des obstacles qu'on va avoir. Ce qui est intéressant, donc, ce qu'on a fait à partir de cette étude, qui est donc une étude américaine initialement, nous on l'a transposé aussi à ce qu'on a en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de législation qui existe dans le monde au niveau des exosquelettes, mais nous on a la chance d'avoir une norme qui est sortie l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, c'était en 2023, sur le sujet, qui nous permet d'accompagner les entreprises d'une bonne manière pour s'assurer justement que les exosquelettes sont utiles et utilisés. Et également, on s'est aussi, avec un de nos partenaires, arrêté sur le retour d'expérience sur les exosquelettes de l'OPP-BTP, qui a eu l'occasion d'en tester énormément sur les métiers du BTP, et donc de pouvoir un peu échanger aussi avec l'OPP-BTP sur le sujet. Ce qu'on a pu voir par rapport à l'étude et les postes de travail que j'ai pu parler un peu plus tôt, qu'en fait, la plupart des entreprises, on pouvait voir qu'il y avait un aménagement des postes qui était possible pour soulager certaines contraintes avant de mettre en place les exosquelettes. Ce qu'on dit toujours en ergonomie, c'est que les exosquelettes sont une solution de dernier recours, et donc tant qu'on peut ne pas toucher à l'opérateur, on le fait. Mais par contre, sur la plupart des postes, on peut envisager la mise en place d'exosquelettes parce qu'effectivement, les contraintes du travail font qu'on ne peut pas améliorer davantage l'environnement de travail, et qu'il existe, ou il existerait, des exosquelettes qui pourraient être pertinents. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout la plupart des postes que j'ai montrés, en fait, les exosquelettes ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on a une forte variation, ce qui est quand même intéressant d'avoir cette connaissance assez large de l'offre aujourd'hui qui existe, en tout cas en France, sur les exosquelettes. Et si maintenant je m'intéresse un peu plus au fond de ce sujet, donc à la question de l'attractivité, du pouvoir d'attractivité des exosquelettes, déjà on a pu, si je fais un premier focus sur les entreprises, sur l'attractivité des métiers selon elles, en fait on se rend compte que les entreprises, elles jugent qu'elles ont une bonne attractivité dans la plupart du temps, mais elles ont quand même certaines difficultés de recrutement sur certains postes particuliers, notamment les postes qu'on étudie dans l'étude. Pourquoi? C'est simple, quand on travaille dans le BTP, généralement, on va avoir des conditions de travail qui vont être un peu dégradées par rapport à d'autres secteurs parce qu'on va travailler à l'extérieur, on va devoir avoir une forte cadence de travail. Il y a aussi tout ce qui va être lié à la notoriété des entreprises et des métiers, c'est-à-dire que par exemple, il y a des métiers qui vont être considérés comme particulièrement physiques, donc ils vont avoir une notoriété qui va être dégradée parce que les jeunes vont se dire non, moi j'ai pas envie de travailler dans un métier qui est physique, donc on va avoir moins d'apprenants dans ces filières, on va avoir une rareté des compétences qu'on va rechercher dans ces secteurs-là. Également tout ce qui va lié à l'organisation du travail, les horaires, le fait que par exemple je pense aux moteurs en charpente métallique qui doivent énormément se déplacer à travers la France pour certains, donc du coup c'est quand même une organisation aussi qui va toucher à la vie personnelle, donc il faut être capable, il faut accepter de le faire, et aussi les salaires qui sont souvent jugés trop bas par rapport au travail. Et quand on les questionne sur les critères de recrutement, du coup, on a donc ça en termes d'attractivité, mais donc sur quoi les entreprises vont porter leur intérêt au niveau des différents profils, on va se rendre compte que ce qui est le plus déterminant, ça va être surtout la motivation du candidat et la capacité à travailler en collaboration. C'est vraiment 2 choses qui arrivent extrêmement fort. Après, on va voir tout ce qui va être lié au savoir-être et au salaire demandé. Donc on se rend compte en fait que dans les critères qui vont être privilégiés, on n'a pas forcément de critères qui sont en lien avec les compétences techniques finalement de ces entrants. Quand on leur demande si du coup il y a des distinctions en fonction par exemple de l'âge du candidat ou du sexe du candidat, la plupart des chargés de recrutement nous disent que ce n'est pas forcément un critère, mais que c'est vrai qu'au niveau des femmes, ils vont avoir plutôt une crainte de la résistance physique de ces dernières. On a déjà essayé, mais elles sont moins résistantes physiquement, moins solides, mais pour certains postes moins pénibles, elles pourraient. Et là, on peut se dire que donc les exosquelettes, si ça retire de la pénibilité, peut-être que des femmes pourraient être plus envisagées pour certains postes de travail. Et également au niveau des jeunes, là, on a un avis qui est plutôt mitigé. Pour certains, on va favoriser les jeunes parce qu'on veut éviter le vieillissement du personnel, et de l'autre côté défavorisés parce qu'en fait ils ont du mal à fidéliser les jeunes et ils les trouvent certaines fois moins endurants que les plus seniors. Donc on voit qu'au niveau des critères de recrutement, ça peut être assez variable, mais qu'on ne distingue pas forcément de discrimination particulière au niveau de l'âge ou du sexe.
Quand on s'intéresse à la perception des exosquelettes du point de vue des entreprises, et ben en fait, on se rend compte que la quasi-totalité des entreprises sont intéressées par ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent améliorer les conditions de travail. Mais quand on s'intéresse plus particulièrement à certaines catégories de personnes, quand on leur demande par rapport aux jeunes, est-ce que ça peut aider à l'attractivité les exosquelettes, là on va avoir des avis mitigés. Pour certaines entreprises, on va nous dire que bah oui, parce qu'ils veulent prendre soin de leur santé, ils trouvent que c'est une image de nouveauté, de modernité, c'est la technologie. Et d'un côté, d'autres qui vont dire bah non, parce que nous les jeunes, ils se trouvent en forme, ils ne se rendent pas compte que les métiers sont pénibles, donc ils ne voient pas forcément qu'il y a un intérêt à l'utilisation d'exosquelettes et à soulager justement ces efforts-là. Si on s'intéresse au recrutement des femmes, on retrouve encore des avis mitigés. Pourquoi ? Parce que, bah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait aider à lever certaines contraintes physiques, comme par exemple le poids. Et en même temps, pas forcément, parce que pour certains, c'est aussi un problème de société qui est plus profond, parce que c'est un environnement qui est très masculin. Et donc, les femmes ne considéreraient pas nécessairement l'idée même de travailler dans ce type de métier-là. Et enfin, au niveau des personnes avec fragilité physique ou la question donc du maintien dans l'emploi, là, l'avis est unanime. Effectivement, l'exosquelette aiderait parce qu'on pourrait continuer à travailler malgré effectivement quelques fragilités physiques. Finalement, donc le sujet intéresse. Qui peuvent arriver d'ailleurs, juste si on rebondit là-dessus, on peut forcément, au cours du travail sur un chantier ou dans de la construction, se fouler un poignet ou avoir tout d'un coup une petite faiblesse qui va durer 2-3 mois, plutôt que d'être en arrêt maladie. Si on a quelque chose, un exosquelette qui peut aider et soutenir, pallier justement cette incapacité temporaire, eh bien on peut aussi prolonger le métier, on peut prolonger l'emploi, on va dire. Ça peut être un soutien aussi. Ça peut être un soutien. Après, ça va peut-être être moins que sur un poignet foulé parce que je ne le recommanderais pas nécessairement. Non, mais bien sûr, mais par contre, si on est par exemple sur des lombalgies, donc des sensibilités au niveau des lombaires, voilà. Le soir, on rentre, on a un peu mal au dos, etc. En fait, on se rend compte que si on a un exosquelette qui est adapté sur le poste de travail, peut-être qu'en fin de journée, on n'aurait pas mal au dos. Et c'est surtout en fin de semaine qu'on aurait moins mal au dos, qu'on se sentirait moins fatigué. Et donc, ça va permettre de soulager sur des pathologies qui vont plutôt être de ce type-là, effectivement, qui vont être aussi liées à une certaine forme de fatigue parce qu'on va venir préserver d'une certaine manière les efforts que vont supporter le corps. Et effectivement, donc comme je l'ai dit, pour les entreprises, pour elles, il n'y a pas de doute, ça pourrait aider au niveau de la fidélisation des employés, on le disait au niveau des jeunes, mais aussi le maintien dans l'emploi des plus seniors. Et effectivement, il y a d'autres aspects à prendre en compte au niveau de l'attractivité qui peut être quand même assez intéressant du point de vue des exosquelettes parce qu'il va y avoir tout ce qui va être lié à la qualité de vie au travail, tout ce qui va être lié donc au salaire et aux avantages, les images de l'entreprise. J'ai fait le part sur la notoriété des métiers, mais il y a aussi la notoriété des entreprises parce que comme il y a peu de talent, elles se battent un peu plus pour les talents. Et donc, si une entreprise jouit d'une notoriété dégradée, eh bien, finalement, forcément, elle va avoir plus de mal à recruter. Et également, donc, cette image d'entreprise, l'organisation du travail, les infrastructures, il y a beaucoup de leviers au niveau de l'attractivité qui peuvent être intéressants. On parle de la marque employeur. Est-ce que dans le cours de l'étude, vous avez remarqué des boîtes qui communiquent justement là-dessus ? Pour l'instant, les exosquelettes, on le voit beaucoup dans les salons professionnels comme ici. On le voit dans bien sûr, les plaquettes commerciales des boîtes qui les fabriquent, mais on n'a pas encore ce côté, on le met en avant dans telle ou telle entreprise, je ne vais pas parler de marque particulière, mais une boîte du BTP qui tout d'un coup affiche ses collaborateurs avec un exosquelette, on ne l'a pas encore trop vu ça dans les pubs. Vous l'avez vu, vous l'avez J'ai pu le voir sur certaines entreprises et même nous, comme on essaie de le mettre en place chez nos industriels, ça peut nous arriver de communiquer sur la thématique, mais honnêtement, oui, c'est pas forcément quelque chose... c'est pas un levier de communication aujourd'hui, mais aussi parce que les exosquelettes sont entourés d'énormément d'idées reçues et donc il est important de sensibiliser et de démystifier et donc forcément c'est pas toujours, et on va le voir au niveau des jeunes, c'est pas forcément toujours quelque chose de positif de communiquer de prime abord sur les exosquelettes, même si in fine ça peut être intéressant. Et donc du coup, si j'enchaîne justement sur cette perception des jeunes, donc déjà si on s'intéresse à l'attractivité même de ces métiers-là, donc on est allé interviewer des apprenants dans les filières des postes qu'on a étudiés dans le cadre de l'étude, et en fait on se rend compte que
Les jeunes, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est le côté concret, technique des métiers du BTP. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le travail de la matière, on vient à quelque chose de plus simple, de plus basique. Le côté savoir-faire, la satisfaction de la réalisation, le côté très manuel, on retrouve vraiment ce côté-là. Et effectivement, le côté environnement dynamique de travail qui va amener beaucoup de diversité de projets, qui va amener de la créativité sur certains métiers et qui donc en fait va venir séduire des apprenants. Également, quand on s'intéresse plutôt côté frein, qu'est-ce qui les freine dans ces métiers-là alors que pourtant ils sont déjà dans des filières? Pour apprendre ces métiers-là, on se rend compte qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments que pour les freins au recrutement. Tout ce qui va être lié aux conditions météorologiques de travail, les conditions de travail, les horaires et également aussi beaucoup de craintes au niveau des TMS et des accidents de travail. Ils savent qu'ils sont dans des secteurs qui sont difficiles physiquement et donc forcément ils savent qu'il va falloir quand même se préparer à ces potentiels-là. Et rien en bas, c'est quoi? Rien? Eh bien, il n'y a rien qui les freine. Il n'y a rien qui les freine. Effectivement, donc, voilà. 30% des répondants qui nous ont répondu, mais moi, il n'y a rien qui me freine. Ok, génial. Donc, Ce que je trouve intéressant avec ce rien, c'est que ça montre aussi un manque de recul, si vous me le permettez, justement sur ces métiers-là. Aujourd'hui, là, je pense que pour la plupart d'entre nous sur le salon, on serait tous d'accord pour dire que le métier du BTP, on sait que c'est des métiers qui sont difficiles. Et pour autant, on a des apprenants qui nous disent qu'il n'y a aucun frein à ces métiers-là. Donc, on voit qu'il y a encore aussi tout un effort de sensibilisation aux bonnes pratiques de travail et surtout, aux conséquences de travail physique sur le corps et surtout sur l'avancée en âge parce que travailler c'est bien mais travailler en bonne santé jusqu'à la retraite c'est encore mieux. Si maintenant on s'intéresse donc à cette perception des exosquelettes, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de connaissances sur les exosquelettes au niveau des apprenants. Il y en a un tiers de ceux qu'on a interrogés qui ne connaissaient même pas les exosquelettes. Ce qui nous paraît énorme aujourd'hui, nous, dans nos secteurs. Et pour ceux qui en avaient connaissance, la majorité n'en avait jamais vu ou testé. Et d'ailleurs, aucun apprenant qu'on a interviewé, donc on avait une 50aine d'apprenants, n'avait jamais testé un exosquelette. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui reste, encore une fois, justement, vous le disiez, très dans un secteur fermé, en fait, où on communique assez peu dessus. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce que ça se fait déjà, comme il y a eu pour les robots collaboratifs, des fois de dire tiens voilà, on passe dans l'usine et on va rester une semaine, on va vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un exosquelette et puis en voir, on sensibilise, on montre, on teste les choses et comme ça fait réfléchir aussi bien les gens de production en atelier que les managers. Ça existe ce genre d'initiative de petits parcours? Oui, bien sûr. Nous, je sais qu'on accompagne les entreprises à FCBA dans le cadre d'MECD justement à savoir si une solution exosquelette peut être pertinente parce que comme j'ai dit, comme c'est une solution de dernier recours, déjà il faut savoir si c'est la solution qu'il faut mettre en place. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que selon les types d'exosquelettes, on va voir qu'il va y avoir une acceptabilité différente des opérateurs. Et donc c'est intéressant de venir faire des pré-tests, s'assurer que l'exosquelette leur convient, qu'il est bien réglé, etc. Comment aussi est-ce qu'on travaille avec un exosquelette, parce que certaines fois ça peut changer aussi les process de travail, parce qu'on va aller faire des choses, des gestes qui de base étaient considérés comme surtout à ne pas faire. Et en fait on va dire si avec un exosquelette il vaut mieux le faire, parce que comme il va venir soulager telle zone, pour qu'il soit utile, il faut avoir tel geste ou telle pratique de travail. Donc de toute façon il y a un gros travail à faire aussi à l'entreprise. On ne met pas un exosquelette comme on achèterait finalement des chaussures de sécurité. Donc il faut vraiment avoir tout un travail un peu plus de longue haleine, mais où aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui se sont intéressées à tout ça et peuvent accompagner en fait les entreprises dans ce secteur-là. Et donc au niveau des apprenants, si on reste sur cette perception des exosquelettes, on se rend compte que quand on leur demande si une entreprise les utiliserait, est-ce que pour vous ça aurait une image positive, négative ou neutre? On se rend compte que 51% disent moi ça aurait une image positive, 45% plutôt neutre finalement, on ne les connaît pas les exosquelettes, donc peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien finalement. Mais il n'y a que 4% des répondants apprenants qui diraient que ça leur donnerait une image négative. Ce qui est intéressant, donc, même si on se dit que au niveau de l'image, c'est plutôt positif ou neutre, la plupart d'entre eux disent que ça n'aura pas d'impact sur l'attractivité. Ceux qui disent que s'il y aurait une attractivité supérieure, donc 13% des étudiants qu'on a pu interroger,
Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça montre que l'entreprise, elle s'intéresse aux conditions de travail. Ils sont aussi un peu curieux de tester. On l'a dit, c'est l'innovation, c'est la technologie. On a envie de tester. Ça envoie aussi une image que l'entreprise, elle est innovante. Et ils se disent qu'effectivement, en fin de journée ou en fin de semaine, ils seraient peut-être un peu moins fatigués que leurs collègues. Et pour, à l'inverse, les 15% qui trouvent qu'il y aurait que ça baisserait le pouvoir d'attractivité de ces métiers-là, eh ben c'est parce qu'ils pensent ne pas en avoir besoin. Ils craignent de perdre du muscle ou de la force, et ils ont peur qu'on les impose. Et ce qui est super intéressant avec ces réponses-là, c'est que nous qui avons l'habitude de le mettre en place, ou en tout cas de travailler sur ces thématiques-là, on se rend compte que là, on a 3 idées reçues des exosquelettes. Ils pensent ne pas en avoir besoin, comme on l'a dit. On recoupe un petit peu avec ceux qui disaient rien sur les freins. Donc en fait, ceux qui ne se rendent pas compte que les métiers sont pénibles et donc oui, ok, à 20 ans, tu es capable de faire ça, mais on en reparlera dans 30 ans si ça va toujours aussi bien. Et puis aussi ceux qui craignent de perdre du muscle ou de la force, et on se rend compte qu'en réalité, alors déjà sur les exosquelettes, les muscles continuent de travailler, et il y a eu des études qui ont montré que l'atrophie musculaire, c'était pas vraiment une considération à avoir quand l'exosquelette est bien choisi. Et aussi, l'idée qu'on leur impose, nous, ce qu'on dit toujours, quand on fait des expérimentations, par exemple dans le cadre de ce projet-là ou d'autres projets, mais aussi quand on conseille des entreprises qui voudraient acheter des exosquelettes, on dit toujours un exosquelette ne fonctionnera que sur des opérateurs volontaires. Et là, on touche quelque chose de très important qui a également été repris par la norme. Il faut mettre en place ça sur des opérateurs volontaires parce que sinon, potentiellement, ils ne vont pas bien utiliser l'exosquelette, ils ne vont pas prendre en compte toutes les mesures qu'on va leur demander, toutes les règles de sécurité. Et donc ça, c'est un point important. Au niveau des apprenants, ils nous répondent quand même que donc ça aiderait à répondre aux préoccupations qu'ils ont au niveau de ces métiers-là, vu que ça va améliorer les conditions de travail. Mais pourtant, comme je l'ai dit, là on avait des idées reçues, donc il y a toujours cet effort de sensibilisation, de formation pour démystifier les idées reçues et surtout maximiser l'acceptation de ces solutions. Génial. Pour terminer rapidement, ah super, je suis dans les temps, trop bien. On se rend compte que donc, bien évidemment, dans l'attractivité des métiers du secteur de la construction, il y a de multiples enjeux, notamment liés à l'amélioration des conditions de travail, que la quasi-totalité des entreprises sont intéressées par ce sujet-là, qu'on pourrait ressentir l'impact des exosquelettes dans la fidélisation des employés, le maintien dans l'emploi, mais aussi l'image que va renvoyer l'entreprise. Et puis comme ça me permet de faire un petit teaser pour l'année, pour un projet qui débute cette année et qui terminera fin 2026. Donc c'est le projet Exatrack 2, c'est la suite logique de ce projet. On va pouvoir mettre en place, on va valider nos résultats à travers l'expérimentation, c'est-à-dire que sur les postes de travail, on va tester des exosquelettes pour voir concrètement déjà est-ce qu'ils sont pertinents et puis surtout aller questionner un peu plus en profondeur l'attractivité maintenant qu'ils ont testé des exosquelettes. Excellent. Bien, on peut applaudir Manon. Est-ce qu'il y a question ou petit commentaire, réaction? Une réaction? Oui, hop, je vais passer le micro. Alors, je vous le donne après. Merci Manon pour cette présentation. Une toute première question. Comment convaincre un responsable de l'utilité de l'exosquelette et combien ça coûte? La fameuse question, combien ça coûte? Marc sera là, ça lui ferait plaisir. Si je réponds déjà sur la partie coût, c'est une question qui est très pertinente parce qu'en vrai, on l'a très souvent quand on parle des exosquelettes. Déjà, au niveau du coût, il faut savoir que c'est très variable selon l'exosquelette. Nous, dans notre benchmark, on a des exosquelettes qui commencent à 800 €. À FCBA, on en a un qui coûte plus de 20 000 €. Donc, c'est assez aléatoire selon la technologie. Nous, par exemple, dans les métiers de la forêt, on a des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. On fait des expérimentations en ce moment même et on se rend compte que des exosquelettes à 800 € font très bien le travail parce qu'ils vont soulager effectivement les parties du corps qui ont, les contraintes musculaires qui sont sur ces métiers-là. Donc un exosquelette ne coûte pas forcément cher. Donc ça, c'est important déjà. Et ensuite, convaincre. J'ai envie de dire, si déjà il faut convaincre, il y a une partie du travail qui va être difficile parce que finalement, moi ce que je trouve être le plus efficace, c'est d'aller voir les opérateurs. On fait des diagnostics ergonomiques, on préconise des solutions.
Si les solutions sont mises en place, tant mieux, mais des fois, elles ne suffisent pas. Et aller directement discuter en fait, avec les opérateurs, avec eux de leurs problématiques, dire bah voilà, il y a des TMS, il y a ce genre de choses, on se rend compte que ça a un fort quand même levier au niveau des responsables. Aujourd'hui, c'est vrai, la problématique avec l'exosquelette, je pense que la demande entrante est un peu plus compliquée à recevoir. Alors après, mes amis fabricants diront peut-être le contraire, mais nous, en consultance pour nos industriels, c'est plutôt nous qui arrivons avec les solutions parce qu'il y a encore toutes ces idées reçues-là. Il y a eu vraiment une mauvaise réputation des exosquelettes ces dernières années, il y a quelques années encore, et aujourd'hui, on commence à voir que la technologie a vraiment évolué, et même si on a testé un exosquelette il y a 5 ans, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et puis il y a peut-être aussi, c'était la même question, hein, donc on voit que le coût n'est pas forcément le frein essentiel. Et par contre aussi, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est qu'on peut, en étudiant l'ergonomie d'un poste ou d'un travail, se rendre compte que déjà dans l'aménagement de l'environnement, on a déjà des solutions. Il y a peut-être aussi une approche un peu plus globale que d'attaquer frontalement avec l'exosquelette, de dire montrez-moi votre chaîne de production, montrez-moi votre environnement de travail, étudions l'ergonomie, on a des capteurs là ici, on a aujourd'hui plein de solutions pour techniquement voir tiens, où sont les problèmes finalement de TMS qui vont les développer. Et il y a plein de solutions à apporter, l'exosquelette en est une parmi d'autres quelque part. C'est ça, totalement. En fait, là, c'est une solution qui va toucher directement l'opérateur et comme tu dis, c'est vraiment en fin de parcours. Problème de fond, finalement. C'est en fin de parcours. C'est ça. C'est en fin de parcours parce qu'on ne peut pas améliorer l'environnement de travail. Et c'est peut-être un peu dommage d'investir dans un exosquelette et de demander à l'opérateur de porter un exosquelette si acheter une table 20 cm plus haut suffirait. Absolument. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour ça qu'on recommande toujours d'être accompagné par des ergonomes ou en tout cas des experts en prévention, de manière à pouvoir faire des diagnostics des postes pour trouver aussi toutes les solutions possibles. Maintenant, il y a une réalité aussi effectivement monétaire. Certaines entreprises n'ont pas l'argent de mettre en place nos recommandations parce que certaines recommandations coûtent très cher. Et l'exosquelette peut être une solution à moindre coût comparée à d'autres solutions qui peuvent être intéressantes. Mais ça, c'est à investiguer et honnêtement, allez voir des ergonomes, ils sauront vous rediriger vers des solutions pertinentes. Génial. Une question, monsieur, une dernière question. Après, on a Nicolas qui est dans les starting blocks pour la présentation suivante, mais on va enchaîner. Ah, il n'est pas allumé. Attendez, faut le. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai juste une question. L'exosquelette passif ou actif, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Ça va vraiment dépendre des contraintes. Généralement, pour la plupart des métiers, surtout là, si on se concentre sur la construction, avoir des batteries difficilement jouables, parce qu'il faut les recharger, il n'y a pas une autonomie sur potentiellement les 8 heures de travail. Donc c'est vrai que le côté passif est assez intéressant. Maintenant, honnêtement, ça va beaucoup dépendre des contraintes qu'il va y avoir, parce qu'on va avoir des contraintes qui, malheureusement, quand on va être sur des modèles passifs, vont pas pouvoir être résolues par ces modèles-là, parce qu'il faut une assistance motorisée, en fait, sur ces contraintes-là. Là, c'est vraiment, ça va dépendre des contraintes. Ok, merci. Tac. Bien. Eh bien, merci Manon. On peut applaudir encore, on peut t'applaudir encore.